Salut les racers, bienvenue sur Monsieur Olive Sim Racing. On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2024. Et oui, déjà la fin de cette année et c'est l'occasion de faire une petite rétrospective, un petit bilan de cette année écoulée et de voir un petit peu quels sont les événements, les éléments marquants de 2024 du côté du Sim Racing. Mais avant de commencer, je vous invite une dernière fois pour cette année à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer du contenu Sim Racing de la chaîne. Et le premier événement de cette année 2024, ça a été bien sûr la sortie en Early Access de Le Mans Ultimate. C'était le jeu qui était vraiment attendu par tous les fans de Sim Racing. Il était annoncé fin 2023, finalement il a été repoussé à février 2024. Et finalement le 20 de ce mois de février, le jeu a été disponible en Early Access. Un jeu pas terminé, donc qui a suscité pas mal de débats avec son aspect bug et autres problèmes rencontrés à sa sortie. Mais bien sûr, c'était une early access. Mais du côté comportement véhicule, physique, etc., force feedback, ça a vraiment été la claque pour énormément de joueurs, notamment ceux qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de jouer à Air Factor 2. Eh bien, moi de mon côté, j'ai été bluffé, j'ai été soufflé par la qualité du FFB. D'ailleurs, je le disais dans mon test, entre guillemets, du jeu que j'avais sorti au bout de quelques mois. Revenir sur une autre simulation après avoir joué à Le Mans Ultimate, c'est un petit peu comme passer d'un plat super épicé, super goûteux à quelque chose vraiment de fade, sans aucune saveur. Ça, c'était pour Le Mans Ultimate, mais un petit peu dans la même période, on avait eu aussi le GT Neo qui avait été enfin disponible, annoncé fin 2023 par Simagic. Le GT Neo, eh bien, ça a été également une claque dans sa catégorie sur le plan matériel, avec un volant d'une extrême qualité, d'une qualité vraiment incroyable et pour un prix vraiment réduit. C'est vraiment pas un volant qui fait cheap. Fruit du hasard, je l'affiche à côté du KS Wheel, en tout cas la boîte. Dans ma vidéo qui précédait la sortie du GT Neo, on m'a souvent reproché de dire oui, mais tu compares pas avec le KS Wheel qui est beaucoup moins cher et qui est un volant GT. Alors, je vais vous le dire, dans les semaines à venir, je vais sortir un comparatif entre les deux volants. Il n'y a aucune comparaison entre un KS Wheel et un GT Neo. Et pourtant, on est à moins de 100 € d'écart. Le KS Wheel, il fait jouer et le GT Neo, c'est vraiment un volant d'une super qualité. Un volant, écoutez, qu'on peut utiliser sur n'importe quelle base. Je vois des mecs qui ont des bases Simucube qui est censé être la marque vraiment haut de gamme quand on parle de sim racing. Eh bien, ils l'utilisent avec un GT Neo et je pense que juste ce point mérite de donner du crédit au GT Neo de Simagic. Et bien sûr, on ne peut pas parler de 2024 sans évoquer Fanatec qui a défrayé la chronique tout au long de 2024 avec bien sûr la faillite dans un premier temps de cette marque qui fait un petit peu partie de la triade quand on parle de sim racing grand public. On pense forcément à Logitech, Trustmaster et Fanatec. Maintenant, une image de marque qui a mis des années, voire des décennies à se construire, mais qui, ces derniers temps, s'était vraiment effritée avec des soucis de SAV, d'approvisionnement. Une marque qui donnait un petit peu l'impression de s'éparpiller à droite à gauche sans vraiment se concentrer sur l'essentiel et des nouveaux produits que les fans et les sim racers attendaient. Eh bien, les conséquences ne sont pas fait attendre avec une concurrence qui, bien sûr, était plus rude que jamais. Et Fanatec a fini en faillite. Et pas une petite faillite, on parle de 90 millions à peu près de dettes pour Andor, donc, qui est la société mère de Fanatec. Les rumeurs de rachat sont donc allées bon train après cette faillite, avec un rachat qui a un petit peu été contrecarré par Thomas Jackermeyer, j'arriverai jamais à le prononcer, le fondateur de la marque Fanatec, qui voulait absolument contrecarrer le rachat par bien sûr Corsair, qui était en tête pour un rachat du fabricant Sim Racing. Eh bien, le fondateur et ex-CEO de Fanatec a tout fait pour empêcher ce rachat et bien sûr en passant se mettre quelques millions dans les poches. Il a finalement été écarté par le board et les actionnaires. L'achat a finalement été confirmé quelques mois plus tard par surprise. Corsair, on commençait à avoir quelques petits doutes quand on voyait à la Gamescom 2024 les châssis Corsair arborer du matériel Fanatec. Ça commençait à mettre un petit peu la puce à l'oreille et on a donc eu ce rachat effectif en seconde moitié 2024. Mais attention,
on a quand même eu quelques annonces matérielles et hardware du côté de la marque, puisqu'on a eu deux nouvelles bases, les Club Sport DD et Gran Turismo DD Extreme, avec respectivement 12 Nm et 15 Nm de force générée par ces bases. Des bases bienvenues avec une nouvelle technologie de moteur qui viennent un petit peu renouveler le parc de bases Direct Drive qui commençait à se faire un petit peu vieux. On pense notamment au DD1 et au DD2 qui sont disponibles depuis de longues années maintenant, et on a donc eu un rafraîchissement également du design puisque ces nouvelles bases elles sont un petit peu plus dans l'air du temps en termes de design justement. Et donc du côté de Fanatec, on a eu également la sortie du Quick Release de enfin le QR2 qui, d'après tous les retours, est un step énorme avec un jeu qui disparaît totalement, un jeu qui était présent dans le QR1 et que dire du QR Lite qui précédait donc ce QR2. Et bien maintenant, ces problèmes ont totalement disparu avec une expérience utilisateur plus précise que jamais. Ces nouveautés ne seront pas de trop pour affronter la concurrence qui est plus rude que jamais, je vous le disais. 2024 a été une énorme année pour le sim racing qui a plus que jamais le vent en poupe. Et bien sûr, quand un domaine a de plus en plus le vent en poupe, eh bien, les acteurs se poussent pour justement proposer leurs solutions et leurs produits. Moza, depuis quelques années, s'est fait une place de choix dans le monde du sim racing avec des tarifs très agressifs et une large gamme de produits avec des produits d'entrée de gamme certes, mais qui vont également au moyen voire au haut de gamme. Et ça se confirme avec des nouveaux volants qui ont été annoncés cette année. On a vu le GS Vision tout d'abord qui lui est sorti, et justement la comparaison avec Fanatec elle va se faire puisque le GS Vision il rappelle bien sûr le fameux Bentley GT3 que Fanatec avait teasé depuis 2021 maintenant. Et bien c'est Moza qui finalement a sorti son volant avec le petit écran rotatif qui pivote en fonction de l'angle que l'on donne au volant pendant que l'on roule. Et bien ça a été Moza qui a dégainé le premier et Fanatec a tout de même sorti son volant quelques mois plus tard dans l'année. Mais en tout cas, Moza a été très agressif cette année. Le GS Vision, certes, qui est lui sorti et qui est disponible, mais on a eu d'autres volants annoncés. Tout d'abord, le Mission R qui a été annoncé à la Gamescom par Moza, un volant Porsche officiel donc qui reprend le volant de la Porsche Mission R, une Porsche totalement électrique destinée à la piste, un volant magnifique bien sûr pour les bases Moza. Bon, moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse dans le format, mais je comprends que de nombreux collectionneurs et amoureux justement des volants sim racing seraient ravis de l'accueillir dans leur collection. Et si ça devait s'arrêter là, eh ben non, Moza a été ultra agressif, je vous le disais. Il y a eu d'autres produits annoncés, ne serait-ce qu'à la Gamescom. Et on pense bien sûr à ces actives pédales made in Moza qui ont retourné l'internet du sim racing. Je vous en avais fait une petite vidéo à l'époque. Et Moza qui entend s'attaquer aux actives pédales avec un domaine qui jusqu'à maintenant est réservé à Simucube avec ses actives pédales Ultimate et désormais Active Pedal Pro, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et bien ces actives pédales Moza, elles sont plus compactes et donc elles seront plus faciles à intégrer à un châssis puisqu'il faut se le dire, les actives pédales de Simucube, elles sont énormissimes. Vous n'avez pas idée à quel point elles sont difficiles à caser dans un setup sim racing. Et donc pour revenir à Moza, leur solution est beaucoup plus compacte avec un design qui ne reprend pas ce qui a été fait par Simucube. Et donc on a hâte de voir ce qui va être proposé par Moza puisque finalement ça a été annoncé en août 2024 mais on n'a toujours pas de date de sortie et toujours pas pu les tester puisqu'à la DAC un peu plus tard dans l'année elle n'était pas présente et on reste sur un périphérique encore en phase de test et de peaufinement puisque ce qui va faire la différence pour cette active pédale ce sera bien sûr l'aspect logiciel et on croise les doigts pour que justement ces actives pédales soient de qualité et surtout proposées à un tarif bien plus abordable que ce que Simucube nous présente avec ces pédales à 2500 € pour les Ultimate et 1700 € pour les pros.
Et on va continuer encore un peu avec Moza, qui reste selon moi le principal fabricant sim racing de cette année. Pour moi, c'est eux qui ont défrayé la chronique, avec notamment ces actives pédales dont je viens de vous parler, mais également le volant Hypercar Lamborghini. Encore une fois, un volant qui plaira à d'un et pas forcément à d'autres. Moi, encore une fois, je ne suis pas fan du format Hypercar, mais il faut se dire que le volant, il est magnifique. Il reprend encore une fois le design de l'Hypercar Lamborghini officiel. Et les partenariats se multiplient entre Moza et des fabricants de voitures de course officielles. Eh bien, encore une fois, on ne va pas bouder notre plaisir de voir de nombreux nouveaux produits arriver sur le sim racing. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez justement de Moza. Est-ce que selon vous, c'est l'acteur principal du sim racing cette année, puisqu'ils ne se sont pas limités uniquement au sim racing, ils ont même proposé le joystick à retour de force pour le flight sim que de nombreux amateurs de simulation de vol attendaient. Même moi qui ne suis pas un grand fan de flight sim, attention, quand je dis un grand fan, ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'ai pas l'occasion de m'y adonner. Eh bien, ça m'a donné envie de posséder ce joystick et pourquoi pas monter un petit simulateur de vol juste pour pouvoir tester les sensations et m'adonner à la simulation de vol dans de bonnes conditions. Et donc forcément Moza qui pour moi a été l'acteur le plus dynamique du côté du sim racing cette année. Mais je vous le disais, la concurrence est plus rude que jamais. Autre fabricant qui est arrivé dans le monde du sim racing, eh bien c'est Nacom, mais pas directement Nacom puisqu'on les connaît pour leur châssis un petit peu entrée de gamme et leur périphérique gaming depuis de nombreuses années. Et Nacom, c'est une marque française, il faut le souligner. Eh bien avec leur division sim racing, ils ont proposé la marque RevoSim, qui est une nouvelle marque destinée au sim racing avec un écosystème de nouveaux produits, base Direct Drive, donc avec des designs qui font beaucoup penser au CSLDD, en tout cas à ce que Fanatec a proposé avec le CSLDD qui a été repris par Moza, ce form factor un petit peu cubique qui est assez compact, donc qui passe un peu partout, qui encadre juste le moteur Direct Drive avec le moins d'espace perdu possible. Et bien donc RevoSim, ça va être la division Sim Racing de Nacom, encore une fois un nouvel acteur. Et puis on va terminer avec Flash Fire, qui est le dernier acteur notable qui a été présent à la Gamescom cette année. Un nouvel écosystème sim racing et puis donc les nouveaux venus sont les bienvenus puisque plus il y a de concurrence et plus en fait ce domaine va être tiré vers le haut avec de plus en plus d'innovations. On le voit avec les actives pédales de Simucube qui ont longtemps été les seuls à proposer cette technologie. Eh bien on voit petit à petit d'autres acteurs, Moza mais pas que, qui vont arriver avec leurs solutions concernant l'active pédale et bien sûr cela aura une conséquence notable en termes de prix et surtout en termes d'évolution de la technologie et tout ça pour notre plus grand bonheur. Et si je vous parle de Simucube, c'est bien sûr puisqu'avec toute cette concurrence qui arrive pour leurs actives pédales, ils se devaient de réagir et ne pas rester avec une solution proposée à 2500 € pour une pédale. Bien sûr, la réaction, elle est arrivée à l'ADAC, donc le salon du sim racing le plus populaire mondialement, avec le nouveau modèle d'Active Pedal de Simucube, les Active Pedal Pro, avec une force maximale de 100 kg. Et l'Active Pedal donc d'origine qui devient l'Active Pedal Ultimate qui elle passe à 170 kg. Alors laissez-moi vous dire, c'est vraiment trop 170 kg, vous n'allez jamais vous en servir. En tout cas, moi de mon côté, je ne me verrai jamais utiliser 170 kg de force. Je possède les Active Pedal Pro. Et oui, j'ai fini par craquer lors du Black Friday. Et quand je dis je possède les Active Pedal Pro, je possède une Active Pedal Pro pour les freins et une pédale passive pour l'accélérateur. Et croyez-moi, jamais je ne me vois mettre les 100 kg de force, au grand jamais. Déjà au 70-80, ça me suffit amplement, selon les types de voitures bien sûr que je vais piloter. Et petit spoiler avant le test qui va arriver sur la chaîne, ce sont vraiment les meilleures pédales que j'ai jamais utilisées. Je ne pourrai jamais revenir à d'autres pédales, en tout cas pour le moment. Et donc on était arrivé à l'ADAC et Simucube qui ont proposé leur Active Pedal Pro avec un tarif 1000 € moins cher que les Active Pedal Ultimate. Il fallait au moins ça pour rester dans la course et entre guillemets ne pas se faire griller par la concurrence qui va être de plus en plus féroce au niveau des actives pédales. On avait découvert la proposition de Moza lors de la Gamescom quelques semaines auparavant. Et ben on a eu sur cette ADAC Simagic, et oui Simagic on les avait oubliés, mais Simagic a proposé également
un prototype d'Active Pédale avec une technologie et une approche bien plus différente puisque cette fois, on a un système de courroie qui va entraîner cette pédale et une pédale encore plus compacte que celle de Moza. Alors, les différents concepteurs de Simagic nous expliquent qu'il fallait la rendre la plus compacte possible et pas avoir les 45-50 cm de Simucube. Pourquoi? Puisque cette Active Pédale Simagic, elle se destine à être un add-on pour les P1000, les pédales modulaires de chez Simagic. Et puisqu'on parle de Simagic, eh bien, à cette ADAC, ils ont présenté pas mal de produits qui ont rejoint un peu les annonces qui avaient été faites à la Gamescom. À la Gamescom, ils avaient présenté le Simagic P500, un pédalier entre guillemets d'entrée de gamme qui vient vraiment concurrencer les Fanatec CSL Elite, les pédales d'entrée de gamme de Fanatec, mais également celles de Moza et celles de Trustmaster. Encore une fois, on va y revenir puisqu'ils ont upgradé leur écosystème. Et bien Simagic a présenté ses P500 à la Gamescom que je vous ai testé, en tout cas premier contact que vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais ils ont également présenté le Neo X, un hub qui se destine donc à être compatible avec toutes les bases du côté de Simagic, donc pas uniquement Simagic mais toutes les bases grâce au Maglink qui s'annonce comme l'accessoire compatible avec tous les futurs volants de Simagic puisque les concepteurs, encore une fois, l'ont confirmé lors de la DAC. Les futurs produits, en tout cas les futurs volants Simagic seront compatibles avec le GT Neo. Et donc Simagic a proposé tout un écosystème modulaire avec une nouvelle base, tout d'abord, qui devrait tourner aux alentours des 10 Nm. Pour moi, ça va être un peu une concurrence, un remplaçant pour l'Alpha Mini. Mais surtout, pourquoi modulaire? Puisque on a tout un système de volants qui vont pouvoir être interchangeables avec notamment un petit dashboard qui a été présenté qui pouvait se fixer par aimant sur les volants. Donc ce petit dash, il pourra servir de hub directement sur les volants, mais vous pouvez déconnecter cet écran très simplement de votre volant, mais pourra se positionner encore une fois via un système d'aimant sur cette nouvelle base Simagic et cette fois, il servira de dashboard. Ça, je trouve vraiment super malin. Et encore une fois, Simagic, qui reste quand même en bonne place dans le monde du sim racing, eh ben, qui continue d'innover, de proposer de nouveaux produits, signe qu'il ne faut absolument pas s'arrêter et se reposer sur ses lauriers, puisque vous le voyez, de nombreux concurrents arrivent avec des innovations qui vont se faire de plus en plus féroces et de plus en plus intéressantes. Donc, il faut absolument proposer de la nouveauté. Et là, il faut le dire, bon, Simagic qui est un petit peu passé, je trouve, un petit peu sous silence, puisque pas beaucoup de youtubeurs ont mentionné cet écosystème qui arrive. J'ai pas vu beaucoup d'informations et beaucoup de retours sur quand même ce qui s'annonce comme une annonce folle. Ce qui est proposé par Simagic, c'est quand même le futur de leur écosystème sim racing. Et encore une fois, ça change totalement de ce que l'on va retrouver chez la concurrence avec de nouveaux produits et de nouvelles pratiques qui vont, je dirais pas révolutionner, on n'est pas du niveau d'une Active Pédale de Simucube qui, il faut le dire, ont été une révolution pour le sim racing. Mais là, on est vraiment sur une évolution et une évolution dans le bon sens puisque c'est pas too much. Bon, encore une fois, on préférera avoir un dash totalement dédié. Mais encore une fois, Simagic a le mérite d'innover et ce ne sont pas des innovations qui vont servir à rien puisqu'on est vraiment sur un écosystème qui s'avère très intéressant. J'ai vraiment hâte de tester, en tout cas de découvrir un peu plus en détail cette nouvelle base et ces nouveaux volants puisque on est encore une fois sur tout un écosystème de volants. Volants ronds, volants un peu plus hypercar. Encore une fois, peut-être que ce sera le format du futur. Mais toujours cette modularité qui va permettre de changer à la volée en fonction de ce que l'on va conduire. Donc franchement, super bon point pour Simagic et mention spéciale également à leur Active Pédale qui sont encore au stade de prototype mais qui veut s'intégrer dans leur écosystème P1000 qui, encore une fois, s'annonce comme le pédalier central du côté de Simagic. Vraiment, c'est le P1000 qui est au centre de leur communication et de leurs objectifs avec toute cette modularité et la possibilité d'upgrade votre pédalier. Je trouve ça super puisque si vous avez un P1000 et que vous avez acheté il y a 1 an voire 2 ans, eh bien, vous serez heureux de voir que eh bien, il ne tombe pas non plus dans l'oubli et que vous pourrez l'améliorer au fil du temps et au fil des nouvelles sorties. Vous n'aurez pas à racheter un pédalier Active Pédale de Simagic. Donc vous achetez juste la pédale active et vous la mettez sur votre P1000. Encore une fois, à voir. Moi de mon côté, je suis un petit peu mitigé quant à l'utilisation de courroies. J'ai l'impression de revenir un petit peu à l'époque des volants à courroies qui perdent un petit peu d'informations comparé au direct drive. J'ai l'impression que c'est un peu retour en arrière, mais les concepteurs, eux, le disent pour ce qui est de cette utilisation-là.
il n'y a aucune latence. Bon, ils vont pas nous dire le contraire, j'attends encore une fois de voir, mais j'ai hâte de tester. Et puis, s'ils ont raison, eh bien, ça s'annonce encore une fois comme une évolution de cette révolution. Et pour terminer avec Simagic, ils ont également sorti les PHPR, de nouveaux moteurs de vibration haptique, un peu moins puissants que ceux qui existaient précédemment, mais également plus accessibles en termes de tarifs, et encore une fois compatibles avec les autres pédaliers du marché, mais bien sûr destinés au P500 que vous pourrez encore une fois retrouver en test sur la chaîne. Et on en a terminé avec Simagic, on va parler bien sûr de Trustmaster. Ça fait quelques minutes que je vous ai dit attendez un peu plus tard on va parler de Trustmaster. Trustmaster ils étaient un petit peu en retard en termes de matériel, un peu à la ramasse, ne serait-ce que leur pédalier qui semble dater d'une autre époque. Tout d'abord, ils ont enfin passé le cap 2024 et j'ai envie de dire enfin ils proposent du matériel qui semble un petit peu plus en adéquation avec l'époque actuelle. On avait déjà le T818 qui était leur proposition de direct drive, mais on a désormais le T598 qui est un peu plus accessible, une base direct drive qui enfin est compatible PlayStation. Encore une fois, bienvenue à cette nouvelle base compatible PlayStation, puisque si on est du côté console, en tout cas du côté Sony, ben on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est soit du Fanatec, soit du VNM pour ce qui est de la compatibilité PS5. Et encore une fois, je ne mentionne même pas les petits boîtiers annexes qui permettent de rendre compatibles des bases Moza ou des bases Simagic. Pour ce qui est de la compatibilité native, le choix est vraiment très limité. Et Trustmaster qui arrive avec une nouvelle base, attention, ce n'est pas une base haut de gamme, on parle de 5 Nm ici. Eh bien, c'est largement suffisant pour jouer sur PlayStation. Encore une fois, une technologie novatrice, mais un design un petit peu mitigé, puisque on a l'impression d'avoir un peu genre une assiette, bon une grosse assiette bien épaisse, mais mise à la verticale, et ce ne sera pas le plus évident de placer ce direct drive sur un châssis, notamment pour les écrans devant ou derrière, il faudra faire des concessions. Mais au niveau du prix, eh ben, on est quand même assez accessible. On est au niveau en quelque sorte d'un CSLDD avec une technologie qui s'annonce peut-être comme l'évolution des direct drive comme on les connaît. Eh bien ça a de quoi laisser rêveur. Cette nouvelle base, elle s'accompagne d'un nouveau pédalier, je vous le disais. Un pédalier beaucoup plus moderne avec la possibilité dans le futur de passer au load cell. Et donc ces nouvelles pédales de chez Trustmaster, elles font un peu penser dans le design au P500 de Simagic ou encore au CSL Elite de chez Fanatec, voire même des SRP de Moza avec un genre d'uniformisation des designs pour ces pédaliers d'entrée de gamme. Bon, ça fait un petit peu penser également aux bases Direct Drive qui, pour beaucoup, se ressemblent énormément dans leur design un peu cubique que Fanatec a démocratisé avec le CSL DD. Donc niveau matériel, Trustmaster qui revient un petit peu dans la modernité, j'ai envie de dire, mais côté logiciel, c'est un peu compliqué, hein. Côté logiciel, on est toujours à la ramasse. On a un logiciel qui sert à faire les mises à jour et qui semble tout droit sorti de Windows 98, même pas Windows XP. Et on a un logiciel de réglage qui reste encore limité en termes de possibilités, qui demande à être amélioré et on attend depuis des années que Trustmaster fasse un effort sur son aspect logiciel. On espère que 2025 sera enfin l'année de la rédemption côté logiciel pour Trustmaster. Wait and see, comme on dit. Et puisqu'on est parti sur les logiciels, on va passer au jeu avec un petit encart sur la Coupe du Monde e-sport qui a eu lieu au milieu de l'année en Arabie Saoudite avec son côté sim racing, sa compétition, sa Coupe du Monde de sim racing qui a eu lieu. Et sur quel jeu vous allez me demander? Eh bien sur Range Sport. Et oui, on n'en a pas parlé, mais Range Sport fait également partie du paysage simulation, en tout cas du côté du sim racing. Range Sport qui reste un petit peu en retrait comparé au mastodonte du sim racing et même Le Mans Ultimate qui est devenu un de ces mastodontes en quelque sorte. Et bien Range Sport, un petit peu en toute discrétion, a finalement été proposé gratuitement sur l'Epic Game Store avec un modèle économique assez surprenant. Le jeu ne sort pas forcément en accès anticipé. On est plutôt sur un modèle économique à base de contributeurs, ceux qui vont donc payer pour différents packs d'entrée
plus ou moins cher, forcément, avec un accès à différents contenus, des circuits, des voitures, etc. Avec la particularité qu'on pourra plus tard revendre nos voitures. Alors si j'achète une voiture, je pourrais la revendre. Sur le papier, je trouve ça assez intéressant. Je fais la comparaison avec iRacing. La possibilité, j'imagine, si j'achetais une voiture, alors on va dire n'importe quoi, la Ferrari 499P, puisque c'est la voiture qui fait l'actualité sur iRacing. Si j'achète cette voiture, eh bien, peut-être que l'année prochaine, j'aurai envie de la revendre. J'ai plus envie de rouler dans cette série. Et la possibilité de revendre cette voiture à un autre joueur qui, lui, a envie de rouler avec et qui pourrait me l'acheter moins cher que ce serait possible sur le store officiel, ben ça reste quand même une superbe possibilité. Mais je comprends que pas tout le monde soit enclin à le faire puisque ça fait une manne financière perdue pour les développeurs et pour les studios. Ça reste très rare. En tout cas, on est sur ce modèle-là pour Rennsport avec des packs contributeurs. Mais ce qui importe quand on parle de simulation, eh bien, c'est la conduite. Et la conduite sur Rennsport, elle reste en retrait comparée à ses concurrents. Elle reste un petit peu à la ramasse. Je pense que dans les prochaines semaines, eh bien, avant le début de l'année, en tout cas avant la sortie de AC Evo. Et donc on va faire un petit peu le tour de tous ces jeux un par un et voir un peu si ça vaut le coup en 2025 de s'investir et d'investir dans chacun d'entre eux. Un autre jeu dont on n'a pas trop parlé cette année sur la chaîne, eh bien c'est eSport WRC. Pourquoi j'en parle? Puisqu'il faut souligner les développeurs qui ont proposé non pas un nouveau jeu, un eSport FC 24, mais plutôt un DLC, une mise à jour payante donc, qui permet de faire passer le jeu eSport FC 23 à sa version 24 sans avoir à racheter un jeu complet. Et venant d'Electronic Arts, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Electronic Arts l'éditeur de ce jeu, c'est assez surprenant. Eux qui très facilement succombent aux sirènes des monnaies sonnantes et trébuchantes et qui n'hésitent pas à faire payer tout et n'importe quoi à nous les joueurs, et bien avoir cette particularité de juste avoir à payer un DLC pour avoir les nouvelles spéciales et les nouvelles voitures, également les livrets 2024. Franchement, c'est à souligner, il fallait absolument que je le mentionne. J'allais en faire une vidéo à un moment pour vous en parler. Eh bien, j'en parle ici. Vraiment, coup de chapeau aux développeurs et ça me fait un peu mal de le dire à Electronic Arts d'avoir proposé une mise à jour payante, bien sûr, plutôt qu'un jeu entier qui serait en quelque sorte qu'un reskin avec quelques ajouts assez mineurs. Et justement, toujours du côté des ajouts mineurs, on va forcément parler, puisqu'il s'agit toujours d'Electronic Arts, et bien de F1 24. Un accueil un petit peu mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire, avec quelques rares joueurs qui ont accueilli avec optimisme les changements au niveau gameplay. Mais dans l'absolu, c'est un jeu qui était rempli de bugs. Et puis surtout, le son, oh là 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 là, le son des moteurs horrible. D'ailleurs, j'ai proposé un petit guide qui permettait de changer le son des moteurs, mais uniquement sur PC. Ce bruit de tondeuse à raser, même pas de tondeuse à gazon, vraiment de tondeuse à raser, il me hante encore à chaque nuit quand je pense à F1 24. Et justement, là, on parle d'un jeu qui aurait gagné, en tout cas, le joueur aurait gagné à ce que l'upgrade donc de F1 23 à F1 24 ne se fasse que via un DLC, encore une fois payant, mais pas au prix d'un jeu, puisque payer 70 € pour passer de F1 23 à F1 24 pour un jeu qui, sur de nombreux aspects, est inférieur à la version précédente, eh bien ça fait un petit peu mal et je pense que ça aurait été bien accueilli justement de passer à cette mise à jour. Et il faut se dire que F1 24, eh bien, c'est le jeu le moins joué et le moins vendu de la série depuis de nombreuses années. Il n'y a qu'à voir sur SteamDB, en tout cas sur les charts, pour s'apercevoir qu'il y a très peu de gens en comparaison avec F1 23 qui se trouvent sur le jeu en simultané. J'espère que ça fera réfléchir EA et Codemaster pour proposer un jeu de meilleure qualité en 2025 et surtout qui se fout un peu moins de notre gueule. Et puisqu'on parle des DLC et des mises à jour payantes ou non payantes bien sûr, on va terminer l'année comme on l'a commencé avec Le Mans Ultimate, puisqu'au milieu de l'année, les développeurs ont annoncé un système de DLC, donc un Season Pass qui a été mis en place pour pouvoir, pour 30 € au moment de sa sortie, bénéficier de chaque DLC de cette première année, donc ce premier jet de DLC avec 4 différents qui ont été proposés et qui vont être proposés à l'heure où je tourne cette vidéo. Il n'y a que 3 DLC qui ont été rendus disponibles, le 4e devrait arriver en début d'année 2025. Eh bien, au mois d'août, on a eu l'annonce des DLC et du Season Pass, avec un accueil plus ou moins mitigé, encore une fois. Beaucoup se sont étonnés qu'un jeu en Early Access propose déjà des DLC et un Season Pass.
D'autres se sont dit, si c'est un moyen de soutenir les développeurs, une équipe de développement et un studio qui est un petit peu dans les problèmes financiers avec le besoin de liquidité, donc les joueurs ont été nombreux à se dire, bon bah, si ça permet de soutenir les équipes, pourquoi pas, pour encore une fois un jeu qui propose un gameplay, une physique de pneumatique et un contrôle du véhicule vraiment ahurissant en comparaison à ce qui se fait chez la concurrence. Il faut vraiment le dire, le comportement des véhicules, des pneumatiques, pour ce qui est de la chauffe, etc., elle est vraiment incroyable du côté de Le Mans Ultimate. Mais le souci, c'est que du côté du jeu en lui-même, il y a eu beaucoup de problèmes. Je vous le disais en début de vidéo, les bugs, les soucis d'optimisation, l'absence de VR, etc. Tout ça fait que de nombreux joueurs ont plutôt nexté le jeu, se sont dit on va attendre un petit peu, on va patienter, mais pour les joueurs qui donc ont investi du temps et de l'argent dans le jeu, eh bien on leur propose maintenant un Season Pass et des DLC payants pour avoir accès à chaque fois à 2 voitures, à un circuit. Encore une fois, ça a été sujet à débat, je me suis entre guillemets pris la tête avec des amis qui me disaient oui, mais comparé à iRacing, je veux pas comparer à iRacing, puisque là, on parle de Le Mans Ultimate, un jeu qui est sorti en Early Access, et encore une fois, iRacing, quand il sort, il est annoncé comme un service online avec abonnement et avec du contenu payant. Il est annoncé comme tel. Ce n'est pas le cas de Le Mans Ultimate. Quand il est sorti, on a un jeu qui a été sorti en Early Access pour 29 € certes, avec l'attente du jeu définitif. Là, on a au fil de l'année du contenu qui est sorti de manière payante. C'était pas vraiment prévu de base. Et pire, si je peux dire, pire, c'est qu'il y a eu un service d'abonnement qui a été mis en place. Le service d'abonnement qui permet d'avoir accès au championnat pour la version la moins chère à 48 $ par an, mais également la version à 84 $ par an qui, de ce côté-là, nous permet d'avoir accès au DLC de Le Mans Ultimate, mais également de R Factor 2, et ça c'est bienvenu, mais 84 $ par an. Et ça, c'était pas prévu. Après, encore une fois, on a l'aspect de se dire voilà, on veut soutenir les développeurs et Motorsport Game, mais j'ai quand même un petit côté mitigé. Je peux pas non plus me dire oui, c'est bon, allez, on va payer les 48 $, voire les 84 sans rien dire derrière. Encore que le jeu est pas forcément super optimisé, rien que cette semaine, sur la semaine 2 donc du championnat qui se passe à Spa pour la GT3 Fixed, et bien sur 3 courses, puisqu'on n'a que 3 tentatives, et bien j'ai eu 2 crashs. 2 crashs, j'ai pas pu faire ma seconde ni ma troisième tentative. Et ça, ben, je me dis que j'ai investi du temps, on travaille, on a une vie professionnelle, on a une vie de famille avec femme et enfants, et qu'on met quand même du temps à s'entraîner pour pas être à la ramasse dans les splits, pour pas être à 10 secondes de la tête, mais pour quand même rouler dans un rythme qui ne gêne personne. Donc on investit certes de l'argent pour l'abonnement et le jeu, mais également du temps, et le temps c'est de l'argent. Et bien quand derrière on a des crashs et que on voit que ce qu'on a investi ça ne servi à rien, ça a été jeté par les fenêtres, ça fait un petit peu mal et ça me fait quand même reconsidérer la logique derrière tout ça et quand même prendre un peu de recul et me dire on a encore quelques progrès à faire. Donc encore une fois, je suis persuadé que ça va faire débat. D'ailleurs, la vidéo elle est très longue, donc je ne sais pas si vous êtes arrivé jusque-là, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous attends dans les commentaires pour en discuter. De toute façon, dans la série de vidéos qui va parler donc de chaque simulation indépendamment pour le début de l'année 2025, eh bien forcément je vais évoquer le cas Le Mans Ultimate et donc on y reviendra plus en détail si vous n'êtes pas arrivé au bout de cette vidéo qui commence à être assez longue. Et donc voilà pour Le Mans Ultimate, plein de promesses, plein d'espoir avec ce moteur physique incroyable, exceptionnel, ce comportement des véhicules vraiment aux petits oignons, mais toujours quelques petits soucis d'optimisation et un modèle économique qui fera grincer des dents certains, d'autres qui diront oui mais comparé à iRacing. En tout cas, c'est sûr que Le Mans Ultimate ne laisse personne indifférent dans le monde du sim racing. On attendra la confirmation avec en 2025 des nouveautés à venir, les custom liveries, les livrets personnalisés, avec le dernier DLC de la saison 2024 qui apportera le circuit du Qatar et les 4 autres GT3.
Et bien sûr, les GT3 qui ont été annoncés, qui sont sortis le 10 décembre 2024, qui ont été un véritable vent d'air frais pour Le Mans Ultimate qui était fréquenté aux alentours des 300 à 400 joueurs quotidiennement. Eh bien, on est passé à 3 voire 4 fois plus avec 1500 constants chaque soir, voire même 2000 certains soirs d'affluence le week-end. Vraiment un jeu qui a regagné en popularité, mais il faudra garder cette base de joueurs justement pour que le jeu conserve justement cette place dans le cœur des sim racers. Mais avec l'arrivée des hosts en même temps que les GT3, eh ben, je pense que ça a été un coup de maître puisque les GT3 couplés à la possibilité de créer ses propres courses avec ses amis ou avec sa communauté, voire même de créer des championnats, eh bien c'est ce qui manquait à Le Mans Ultimate. Et bien sûr, la confrontation elle a eu lieu avec son principal concurrent, iRacing. Concurrence ouverte hein, avec une volonté affichée d'aller à la confrontation avec iRacing. Cette date du 10 décembre, elle n'était pas anodine puisque le dernier build iRacing est sorti également le 10 décembre 2024, l'arrivée entre autres de la Ferrari 499P. Et pourquoi j'en parle? Puisque ça a été la dernière polémique de l'année. La Ferrari Hypercar qui a suscité énormément de réactions, notamment suite à son manque de réalisme, surtout avec la comparaison avec Le Mans Ultimate. Vu qu'on n'avait pas de point de comparaison auparavant, on était à se dire, bon bah ça doit être comme ça, la voiture elle doit se comporter de cette manière-là. Sauf que maintenant on a Le Mans Ultimate qui, de la bouche de nombreux pilotes du véhicule, eh ben, est vraiment fidèle à la réalité. Et donc, quand on a la 499P, un vrai vaisseau spatial attaché au sol avec des vitesses phénoménales et des chronos ahurissants, eh ben, on a commencé à se dire, iRacing, c'est pas si réaliste que ça, et pourtant on paye plein pot pour ça. Et ils sont censés être ultra réalistes, et c'est une simulation de course avec une physique qui se veut réaliste. Même si iRacing, on est d'accord, la physique des pneus est vraiment à revoir, le tire model, qui devrait arriver en 2025 petit à petit, eh bien, il faut vraiment qu'il arrive, parce que derrière, Le Mans Ultimate, ils sont à ça de détrôner le leader. Mais en tout cas, iRacing aura du pain sur la planche pour ne pas voir un exode de joueurs, puisque déjà de nombreux joueurs de ACC, mais également de iRacing, donc, se sont tournés vers Le Mans Ultimate pour avoir ces GT3. Et il faut le dire, les GT3 de Le Mans Ultimate, ce sont les meilleurs du marché, ce sont les plus fidèles, et c'est la conduite la plus agréable et la plus intuitive que l'on retrouve dans le sim racing. Encore une fois, c'est exceptionnel et c'est aux développeurs de Le Mans Ultimate de tout faire pour garder ces joueurs qui se sont tournés vers le simulation. De toute façon, le directeur du studio, il l'affiche ouvertement, il le dit, je veux que ma simulation soit votre simulation quotidienne. D'accord, mais il faudra tout faire pour, parce que les joueurs de sim racing, ils ont un petit peu la tête dure. Voilà en tout cas pour iRacing, mais attention, il n'y a pas que du négatif, puisqu'ils ont également sorti une nouvelle voiture gratuite, la BMW M2 CS, et là c'est vraiment un banger, la voiture elle est superbe à conduire, elle se comporte super bien, elle est agréable à piloter, et les courses sont cool, même si c'est une voiture rookie, et que rookie oblige, il faudra quand même faire attention avec d'autres débutants, mais une voiture comme ça, gratuite, il faut quand même l'admettre, c'est un coup de maître. Justement, je n'ai pas fait exprès le jeu de mots. Donc, de proposer cette voiture, on peut se rendre compte que iRacing, d'accord, on paye l'abonnement, mais on peut très bien ne rouler qu'en BMW M2 CS et prendre du plaisir tout le temps juste avec un abonnement qui ne coûte que 50 € l'année. Puisque mon abonnement, quand je le renouvelle, c'est 54 €. Voilà, c'est pas non plus excessivement cher comparé à l'abonnement de Le Mans Ultimate à 48 $ juste pour des championnats. Mais encore une fois, Le Mans Ultimate, si je paye plus mon abonnement, j'ai toujours mon jeu, j'ai toujours mon contenu. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Bon, voilà, deux philosophies économiques différentes. C'est assez compliqué de faire la comparaison, même si on est obligé de comparer les deux. Sur le modèle économique, on n'est pas du tout sur la même chose. Et puis un petit mot pour l'année 2024 de la chaîne. C'est vrai que pendant un petit moment, j'ai été absent pendant 2-3 mois. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai été malade pendant 3 mois. Alors à moins de faire des vidéos et d'être interrompu toutes les 30 secondes parce que j'arrive plus à m'arrêter de tousser, eh bien j'ai dû m'arrêter pendant 2-3 mois pour les lives ou les vidéos. Dès que j'ai été en mesure de le refaire, eh bien je l'ai refait. Et d'ailleurs 2025 sera l'année de la confirmation également pour la chaîne Monsieur Olive Sim Racing avec énormément de projets, des collaborations qui se mettent en place dans les coulisses. Et oui, ne croyez pas que quand je ne sors pas de vidéo
vidéo, eh bien, je me tourne les pouces. On travaille pour la chaîne, on essaie de chercher des associations, des collaborations pour vous proposer du contenu. Et puis bien sûr, comment ne pas parler de la ligue Monsieur Olive Sim Racing, le MWEC comme j'aime l'appeler, le Monsieur Olive Endurance Championship qui va arriver dès le mois de février avec une annonce en janvier sur le Mans Ultimate avec enfin la possibilité d'héberger des serveurs et des championnats. Tout ça va se mettre en place assez rapidement. J'ai énormément de travail pour vous. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. Et puis, comme toujours, on se retrouve dans les commentaires. Cette vidéo, elle a été très longue, mais il fallait quand même prendre le temps de faire cette rétrospective 2024, cette année qui a été, encore une fois, riche en informations, en émotions, mais qui s'annonce comme une transition pour 2025 avec la confirmation. Les nouveaux produits qui ont été annoncés en 2024 vont probablement sortir l'année prochaine. Et donc, je suis impatient de découvrir tout ça avec vous, bien sûr, et de vous le partager. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je transpire déjà quand je pense au montage faramineux qui m'attend pour 24 heures, car cette vidéo doit sortir demain. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou sur la piste. Et surtout, n'oubliez pas, l'essentiel, c'est de finir la course, mais surtout, une très bonne année à vous et à très bientôt. Ciao!